Quel que soit l'endroit du globe, on peut affirmer sans risque que toutes les familles traversent un jour ou l'autre des difficultés. Celles-ci, plus ou moins éprouvantes, peuvent malheureusement être parfois dramatiques et briser les liens qui unissent parents et enfants ou frères et sœurs. Mais le pire des poisons consiste sans nul doute à faire usage du mensonge dans le but de cacher un secret inavouable. Car le jour où la vérité éclate, les conséquences sont bien plus terribles. C'est précisément ce qui est arrivé à la famille Anthony, qui a attiré bien malgré elle l'attention de tous les médias américains au cœur de l'été 2008. Notamment lorsque Casey Anthony est officiellement devenue la femme la plus détestée des États-Unis. Si vous voulez comprendre comment cette personne a réussi à se faire haïr de tout un pays et même engendrer une haine phénoménale, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Alors le cas d'aujourd'hui est assez fou, il ne va pas vous laisser insensible, je vous le garantis, vous allez voir, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui arrivent, parce qu'il y a de sacrés dossiers. Allez, on commence. Casey Marie Anthony, née en 1986 dans l'Ohio, un état se situant à la frontière entre les États-Unis et le Canada. La petite Casey vient agrandir une famille de 3 personnes composée de son frère, Lee, ainsi que de ses parents, George et Cindy Anthony. C'est un foyer américain de classe moyenne, comme il en existe des milliers d'autres, et dans lesquels les enfants grandissent d'une façon tout à fait normale. Ils vont à l'école, se font des amis, participent aux repas de famille et aux fêtes de Noël et de Thanksgiving entre autres. Rien de particulier donc, si ce n'est que Casey a la fâcheuse tendance à mentir à tout le monde. Soit pour s'inventer une vie, soit pour cacher quelque chose à ses parents. À l'âge de l'adolescence, il ne s'agit que de bêtises sans gravité, et de secrets encore assez inoffensifs. Sauf que ses parents, qui l'élèvent avec tout l'amour du monde, remarquent bien qu'elle ment de manière compulsive. Ce genre de comportement peut être la conséquence d'un profond mal-être, d'une volonté d'attirer l'attention. Mais cela peut tout aussi bien venir d'autre chose. En tout cas, Casey ne semble pas malheureuse. En véritable fêtarde, elle ne rate d'ailleurs aucune occasion de s'amuser avec des amis lors de soirées très arrosées. Cette vie d'insouciance et de plaisir prend brutalement fin lorsque Casey apprend qu'elle est enceinte. Elle n'a alors que 18 ans et n'est pas prête à garder cet enfant. Jamais la jeune femme ne se serait imaginée s'occuper d'un nouveau-né, alors qu'elle-même sort tout juste de l'adolescence et qu'elle n'a envie que d'une chose, s'amuser. De plus, Casey n'a aucune idée de l'identité du père de l'enfant. Tout ce qu'elle sait donc, c'est qu'elle ne veut pas ce bébé. 2 choix s'offrent alors à elle, avorter, ou bien poursuivre sa grossesse pour proposer l'enfant à l'adoption. C'est une décision plus que difficile à prendre pour une jeune fille de 18 ans, d'autant que George et Cindy, ses parents, chez qui elle vit toujours, ne sont pas du tout du même avis qu'elle. Pour eux, l'avortement est impensable, et l'adoption encore moins. Bien qu'elle soit inattendue, Casey doit assumer cette grossesse ainsi que son enfant à naître. Ils n'ont de toute façon pas l'intention de laisser tomber leur fille dans cette étape si importante de sa vie, et comptent bien la soutenir et l'aider de toutes les façons possibles. Alors, les parents de Casey la supplient de ne pas faire ce qui serait selon eux une grave erreur. Et Casey accepte de garder son bébé. Elle donne ainsi naissance à la petite Kaylee Marie Anthony, en 2005 à Orlando, en Floride. La petite fille fait littéralement le bonheur de ses grands-parents, qui tiennent leurs promesses et s'en occupent comme s'il s'agissait de leur propre fille, afin de décharger Casey le plus souvent possible et lui permettre de continuer à mener la vie qu'elle veut. Pardon, je corrige. Pour permettre à Casey de continuer de se mettre des mines dignes des Vikings. Casey n'a en effet que 19 ans, et si la naissance de Kaylee lui a permis de découvrir un instinct maternel et un véritable bonheur, elle ne peut se résoudre à rester enfermée chez elle toute la journée pour s'occuper de la fillette. Tout le monde semble donc avoir trouvé son équilibre sous le toit des Anthony. Casey adore passer du temps avec sa fille mais ne se sent pas pour autant frustrée ou enfermée dans son rôle de mère. Et la petite Kaylee rit aux éclats avec ses grands-parents qui en sont pour leur part complètement gaga. Aucun nuage ne s'annonce à l'horizon. Et pourtant, c'est bien une terrible tempête qui va bientôt dévaster la vie de la famille Anthony.
Les premières tensions entre Casey et ses parents surviennent lorsque la petite Kaylee a 3 ans. George et Cindy aimeraient qu'après tout ce temps, Casey commence enfin à gagner en maturité et à passer plus de temps à s'occuper de sa fille. La jeune femme, elle, ne l'entend pas de cette oreille, vexée d'être quasiment traitée de mauvaise mère, ce qu'elle est. Elle décide alors qu'il est temps pour elle de quitter le cocon familial et de voler de ses propres ailes. Casey annonce à George et Cindy qu'elle va vivre chez des amis et qu'elle emmène par la même occasion Kaylee, sa fille. Les parents de la jeune femme n'ont d'autre choix que d'accepter cette décision, qui s'avère être un réel crève-cœur. En effet, en plus de voir Casey s'éloigner, ils ressentent un vrai déchirement à l'idée de ne plus voir leur petite fille adorée aussi souvent qu'avant. Après tout, ce sont plus George et Cindy que Casey qui ont élevé la petite, et tous les trois sont extrêmement proches. Malheureusement pour eux, Casey tient réellement à prendre son indépendance, et part un beau matin, sans leur donner d'adresse précise. Les liens familiaux ne sont pas rompus pour autant, car George et Cindy ont toujours la possibilité de contacter leur fille en l'appelant sur son téléphone portable. Et c'est ce qu'ils vont faire très régulièrement afin de prendre des nouvelles de Kaylee, et pour s'assurer que tout se passe bien. Mais plus les jours défilent, plus leur inquiétude, déjà légitime, devient grandissante, car à chaque fois qu'ils appellent Casey et qu'ils demandent à dire quelques mots à leur chère petite fille, Casey se défile. Elle a toujours une très bonne excuse. Kaylee est à la plage, Kaylee est en train de faire la sieste, Kaylee se promène au parc avec sa nounou. Durant un mois complet, George et Cindy tentent en vain d'avoir des nouvelles de Kaylee. Sans succès. La peine d'être tenus injustement éloignés de leur petite fille se heurte à présent à l'angoisse. Le couple de cinquantenaires se doute bien que ce ne peut être systématiquement le fruit du hasard si Kaylee n'est jamais là quand ils appellent. Et ils se rongent les sangs, sans pouvoir faire quoi que ce soit d'autre que d'attendre. Le 15 juillet 2008, soit un mois après le départ de Casey et Kaylee, George reçoit un courrier provenant de la fourrière de la ville et lui demande de venir récupérer la voiture de sa fille, car celle-ci était abandonnée sur une place de parking depuis plusieurs semaines et vient d'être remorquée. George et Cindy échangent un regard perplexe. Sachant que cette voiture était le seul moyen de locomotion de leur fille, ils sont surpris qu'elle l'ait laissée à l'abandon et se demandent comment elle se déplace à présent. Le couple se rend quand même à la fourrière pour payer les frais de remorquage et récupérer la voiture de Casey. Une fois sur place, alors qu'ils s'apprêtent à monter à bord du véhicule, une odeur putride les prend soudain au nez. George et Cindy sont écœurés par cette effluve nauséabonde qui semble provenir du coffre. Mais surtout, George est un ancien policier qui reconnaîtrait l'odeur entre mille. C'est celle d'un cadavre en décomposition. Le papa est fébrile, dans un état de stress et même de choc, en imaginant ce qui peut bien se trouver dans le coffre de la voiture de sa fille. Lorsqu'il l'ouvre, une envolée de mouches surgit brusquement. Mais rien, aucun cadavre, aucun morceau de chair humaine ou même animale. Il y a bien un sac de déchets abandonné là, depuis on ne sait combien de temps, mais George a l'intime conviction que l'odeur ne vient pas de ce sac. Il sait qu'à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose en état de décomposition s'est retrouvé dans ce coffre. Dévorée par l'inquiétude et l'incompréhension, Cindy prend les choses en main. Elle contacte une amie de Casey afin de savoir où elle loge et de se rendre directement sur place pour obtenir des explications. Bien sûr, ce que Cindy désire plus que tout à cet instant, c'est de voir sa petite fille afin de se rassurer un minimum. Elle obtient l'adresse de l'appartement dans lequel vit sa fille et s'y rend sans prévenir Casey, qui a la surprise de découvrir sa mère sur le pas de sa porte. Cette fois-ci, Cindy ne passe plus par 4 chemins. Elle impose à Casey de voir Kaylee, jurant qu'elle ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas vu la petite fille. Dans un premier temps, Casey s'excuse. Kaylee est absente, comme par hasard. Elle se trouverait chez sa nounou, une certaine Zenaida Fernandez Gonzalez, surnommée Zani. Ce n'est pas un problème pour Cindy, qui exige de sa fille qu'elle la conduise chez cette fameuse nourrice. Casey fait mine de désigner l'endroit où serait censée habiter la jeune femme, mais face au mur, finit par avouer la terrible vérité. Sa petite fille de 3 ans a disparu, et cela fait déjà un mois qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. En résumé, depuis 31 jours, à chaque fois que George et Cindy demandent des nouvelles de leur petite fille, Casey leur ment. Le choc de la nouvelle sonne Cindy quelques secondes. Puis c'est la colère et l'incompréhension qui prennent le dessus. Hystérique et complètement paniquée, elle hurle sur sa fille tout en composant le 911 afin d'avertir les services de secours. Mais même si c'est horrible à dire, en gardant le silence pendant un mois entier, c'est comme si Casey Anthony
avait déjà condamné sa fille. On répète sans arrêt que dans le cas d'une disparition d'enfant, statistiquement, les premières heures sont les plus importantes. Elles sont même primordiales, si l'on veut maximiser les chances de retrouver le petit garçon ou la petite fille portée disparue. Plus les jours passent, plus l'espoir s'amenuise. Alors autant dire qu'au bout d'un mois, retrouver Kaylee tiendrait littéralement du miracle. Le travail à rattraper est colossal. Au téléphone, la mère de Kaylee informe d'une voix tremblante que sa fille vient d'admettre la disparition de son enfant de 3 ans depuis un mois. Elle ajoute que quelque chose la perturbe avec sa voiture et qu'une odeur de putréfaction se dégage du coffre. L'agent de liaison demande si Kaylee, la mère de la petite fille, est présente avec Cindy. Kaylee prend donc le téléphone. Elle répond d'une voix extrêmement calme et froide, en confirmant qu'elle n'a pas vu sa fille depuis 31 jours et prétexte qu'elle avait une bonne raison de ne pas appeler la police. Selon ses dires, elle est tout à fait au courant de ce qui est arrivé à Kaylee. Elle connaît même le nom de la personne qui l'aurait kidnappée. Zenaida Fernandez Gonzalez, la nounou de Kaylee. Avec le même calme glacial, Kaylee explique qu'elle avait peur que Zenaida s'en prenne à sa fille, si elle contactait la police et qu'elle menait elle-même sa propre enquête pour retrouver la nounou et récupérer Kaylee. On nous la fait pas à nous qui regardons des documentaires criminels. D'ailleurs, ça ne marche pas avec Cindy non plus, qui n'en croit pas ses oreilles. Au moment où les agents de police arrivent pour tirer au clair toute cette histoire, la mère et la fille se disputent violemment. Kaylee est emmenée au poste, tandis que ses parents, mortifiés, s'effondrent. C'est à partir de cet instant que les médias, le public et les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire Kaylee Anthony. Et cela va résonner dans tout le pays. Les policiers refusent d'abandonner tout espoir de retrouver la petite fille vivante. Ils multiplient les annonces et les appels à témoins en faisant circuler la photo de Kaylee. Les États-Unis, au complet, se prennent d'affection pour la petite au visage d'ange et commencent à détester Kaylee pour ce silence indigne d'une mère. Il est grand temps d'interroger Kaylee Anthony sur les circonstances de la disparition de sa fille. Face aux policiers, la jeune femme raconte qu'elle a déposé Kaylee chez Annie, la nounou, avant de partir au travail le matin du 15 juin. Selon ses dires, elle a ensuite rejoint les studios Universal où elle travaille. Rien dans la journée ne lui a paru étrange ou inhabituel. Elle n'a d'ailleurs reçu aucun appel inquiétant de la nounou. Pourtant, au moment de passer récupérer sa fille à la fin de la journée comme convenu, Kaylee trouve porte close. Elle tente de joindre Zanny sur son téléphone portable et se rend compte avec stupeur que celui-ci n'est plus attribué. C'est pour cette raison, sans pour autant fournir la moindre preuve, que Kaylee pense que Zanny a enlevé la petite fille et qu'elle a fui avec elle. Le récit paraît plausible. Il est tout à fait possible, malheureusement, que la nounou ait profité de la journée de travail de Kaylee pour fuir avec la petite. Mais si c'est réellement ce que croit la maman, les policiers ont un problème. Car le soir supposé où elle vient d'apprendre que sa fille a probablement été enlevée, les vidéos de surveillance d'un vidéoclub de la ville montrent clairement Kaylee et son petit ami du moment en train de choisir un film pour passer une petite soirée romantique. Ils s'embrassent, se tiennent par la taille et rient ensemble. En bref, l'exact opposé de la réaction que l'on s'attend à voir chez une mère dont la fille de 3 ans vient de disparaître. Kaylee se justifie en expliquant que cela a été sa façon à elle de réagir au choc de la nouvelle. Chacun, c'est vrai, réagit différemment face à un drame. Nous sommes tous différents et on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde s'effondre en pleurs ou se mette à hurler de désespoir. Mais de là à s'organiser un rendez-vous en amoureux devant un film, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une énorme différence. Et qu'en fait, non, personne ne fait ça. Kaylee réaffirme cependant que Kaylee a été enlevée par la babysitter et redonne sa description à la police. Une description qui se résume à peu de choses. Elle aurait des cheveux bruns, raides jusqu'aux épaules et mesurerait environ 1m70. En revanche, elle se souvient très bien de l'adresse de l'appartement de Zanny. Le contraire serait étonnant, puisqu'elle s'y rendait pour déposer et récupérer Kaylee presque tous les jours. En tout premier lieu, les policiers se rendent donc à l'adresse indiquée. Il faut en savoir plus sur cette fameuse Zanny. Sauf que la surprise des enquêteurs est de taille, quand ils découvrent que le logement désigné par Kaylee est vacant depuis déjà plusieurs longs mois. Aucune babysitter du nom de Zenaida n'y a jamais vécu. Pire encore, Kaylee finit par avouer qu'elle a inventé cette fameuse nounou de toutes pièces, en ouvrant le bottin et en piochant un nom au hasard. Les policiers ont la désagréable impression d'être menés en bateau. Ils n'ont pas la moindre trace de la petite Kaylee, pas la moindre piste à suivre, ni la moindre certitude
Hormis celle-ci, Casey Anthony leur raconte de belles histoires inventées de toutes pièces. Ce qui, bien sûr, dirige tout de suite leurs soupçons sur elle. Pourquoi une mère dont la petite fille a disparu tenterait de mettre des bâtons dans les roues de la police ? Si ce n'est parce qu'elle a quelque chose à cacher. Les enquêteurs apprécient moyennement que Casey Anthony les prenne pour des imbéciles. En plus de cela, chaque minute gaspillée à vérifier les théories farfelues de la jeune femme leur fait perdre un temps précieux et diminue un peu plus les chances de retrouver Kaylee en vie. Jusqu'à quel point Casey leur ment-elle ? Le plus terrible des scénarios serait que la jeune femme ait quelque chose à voir dans la disparition de sa propre fille. Et c'est pour l'instant dans cette direction que les policiers se mettent à enquêter. Ils veulent tout d'abord vérifier si Casey Anthony travaille bien chez Universal, ce dont ses parents, eux, ne doutent pas. Pour ce faire, ils se rendent avec elle sur place. Casey arbore fièrement son badge d'employé, mais au moment de se présenter devant l'agent de sécurité, premier problème, ce dernier ne retrouve pas son nom dans la liste des employés. Casey insiste, elle travaille bien ici en tant qu'organisatrice d'événements, et pour leur prouver, elle peut même conduire tout ce petit monde jusqu'à son bureau. Les policiers ainsi que l'agent de sécurité acceptent, et suivent la jeune femme qui traverse un bâtiment, puis les emmène dans un dédale de couloirs. Au bout d'un moment, Casey se stoppe, se tourne face aux policiers et déclare en souriant « Bon d'accord, je ne travaille pas ici. » C'est vraiment dur de pas la détester, c'est clair. En fait, si Casey connaît si bien les locaux, c'est parce qu'elle a effectivement travaillé ici quelques années en arrière, en étant employée par la société Kodak. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La jeune femme n'a sans doute jamais dit la moindre vérité depuis le début de cette enquête. Si elle ne travaille pas, elle n'a pas non plus déposé sa fille Kaylee chez qui que ce soit. La suspecte est de nouveau conduite au poste de police, mais cette fois-ci, les enquêteurs ne cherchent plus à l'aménager. Ils ont compris qu'elle en sait bien plus qu'elle ne veut l'affirmer sur ce qui est arrivé à Kaylee, et la presse de questions plus agressives pour tenter de la faire craquer. Simplement, Casey maintient sa version des faits envers et contre tout. Avec un aplomb incroyable, elle réaffirme l'existence de Zenaïda, ainsi que le kidnapping. George et Cindy, les parents, sont aussi interrogés par la police à propos de leur fille. Ils admettent que Casey est une mythomane, mais insistent sur un point. Leur fille n'infligerait jamais une telle souffrance à sa famille. Si elle savait réellement ce qui était arrivé à Kaylee, elle les aurait mis tout de suite au parfum. Ils sont donc convaincus que l'histoire racontée par leur fille est la pure vérité. Que Zanny est bien quelque part dans le pays et qu'elle retient Kaylee contre sa volonté. Un nouvel élément va pourtant convaincre les enquêteurs que Casey est loin de se soucier de la disparition de sa fille. Bien au contraire. Comme Casey n'a prévenu les services de police qu'un mois après la disparition de Kaylee, il se demande en effet ce qu'elle a bien pu faire pendant tout ce temps. La réponse se trouve sur les réseaux sociaux. Car entre le 15 juin et le 15 juillet, Casey Anthony n'a cessé de poster des photos d'elle, en train de s'amuser en soirée et de faire la fête. Sur certains clichés, elle rit aux éclats et danse langoureusement sur un bar ou participe à des concours de Miss Sexy en boîte de nuit. Elle est même allée jusqu'à se faire tatouer pendant cette période. Un tatouage situé sur son omoplate gauche où elle a fait écrire « La belle vie » en italien. Casey a littéralement passé tout le mois qui vient de s'écouler à faire la fête, alors que sa petite fille de 3 ans a disparu, et serait même, selon elle, entre les mains d'une personne qui l'aurait enlevée. Seulement la jeune femme ne se démonte pas lorsque les photos sont placées devant elle. Elle se défend d'avoir fêté la disparition de sa fille, et au contraire, affirme qu'elle était sous couverture. Elle faisait donc semblant de mener une vie tout à fait ordinaire, afin de mieux enquêter dans l'ombre. C'est un argument un peu osé, alors que tous les éléments en possession des enquêteurs laissent à penser que la suspecte, qui n'a jamais voulu être mère, a tout simplement voulu se débarrasser de sa petite fille pour ne plus avoir à endosser cette responsabilité et reprendre sa vie de lycéenne insouciante et fêtarde. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir simplement laissé la garde de Kaylee à George et Cindy ? Les grands-parents auraient accepté avec joie de s'occuper de la petite. Ce n'est pas comme si Casey s'était retrouvée acculée et n'avait d'autre choix que de se débarrasser de sa fille afin de vivre sa vie comme elle l'entend. D'autant que c'est elle qui a décidé de quitter la maison de ses parents avec Kaylee.
prenant ainsi à 100% la charge de la petite. D'ailleurs, aucun rapport de maltraitance n'est retrouvé dans les fichiers de la police. Aucun signalement, aucune plainte. La maison était pleine de jouets, la maman n'avait jamais levé la main sur sa fille et semblait heureuse et complice sur les photos d'elle et de Kaylee. Malgré tout, il est évident qu'elle sait ce qui est arrivé à Kaylee et qu'elle refuse d'en faire part aux policiers. Techniquement, ces derniers n'ont aucune preuve légale permettant d'incriminer Casey Anthony. Leurs seuls soupçons ne suffisent pas. En revanche, ils sont en mesure de l'inculper pour le motif de négligence parentale grâce à ses mensonges et au fait qu'elle n'a jamais rapporté la disparition de Kaylee. George et Cindy prennent aussitôt la défense de leur fille dans les médias, arguant que les forces de police s'étaient déjà fait une opinion sur Casey et qu'elle était condamnée avant même d'être interrogée. C'est donc avec soulagement qu'ils apprennent que la caution d'un montant de 500 000 $ pour libérer Casey de prison vient d'être entièrement payée par un chasseur de primes du nom de Leonard Padilla. L'homme est convaincu que Casey n'a pas tué sa fille, mais surtout très sûr de ses capacités à faire parler quelqu'un. Il se dit qu'au vu de l'ampleur médiatique de l'affaire, s'il libère Casey et qu'il parvient à lui faire dire ce qui est réellement arrivé à la pauvre petite, il se retrouvera sous les projecteurs comme étant l'homme ayant résolu l'enquête. Et oui, la célébrité n'a pas de prix. Grâce à l'intervention de Leonard Padilla, qui n'obtiendra jamais ce qu'il souhaitait, la jeune femme est donc de retour chez ses parents, libre. Cette libération prématurée a toutefois un effet auquel ne s'attendait pas la famille Anthony. Des foules entières s'amassent devant la maison. Les vacanciers habituels délaissent les parcs et les musées pour dormir dans une tente devant leur domicile, ainsi que des personnes en provenance des 4 coins du pays, qui viennent manifester leur haine vis-à-vis de Casey, qu'ils considèrent déjà comme une mère meurtrière. Et franchement, si j'avais été américain, peut-être que j'aurais planté ma tente avec eux. Tout ce beau monde se mélange à la dizaine d'équipes de télévision présentes 24 heures sur 24. En attendant, de nombreuses photos et vidéos de Kaylee continuent de circuler dans les médias, car l'espoir de la retrouver vivante est toujours bien présent dans l'esprit de beaucoup. Pendant que tous les États-Unis ratissent le pays à la recherche de la petite Kaylee, les policiers mènent l'enquête dans la voiture de Casey. Ils sont accompagnés de chiens entraînés à détecter l'odeur d'un cadavre en décomposition, qui marque effectivement au niveau du coffre de la voiture. Une chose est certaine à présent, c'est bien un cadavre qui a séjourné dans ce coffre. Le travail minutieux des policiers leur permet aussi de récolter des cheveux appartenant à la petite fille. En soi, ce n'est pas surprenant, puisque Kaylee voyageait très régulièrement dans cette voiture. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ces cheveux étaient eux aussi entrés en état de décomposition. Le scénario qui se dessine est celui d'un cauchemar pour tous ceux qui s'impliquent corps et âme dans la recherche de Kaylee. L'inquiétude grandit et les recherches s'intensifient dans la région. Rivières, étangs, forêts, parcs naturels, maisons, jardins, rien n'est laissé au hasard. Presque rien pour être tout à fait juste, car un affreux coup du sort va faire passer les centaines de volontaires et d'enquêteurs juste à côté de la petite Kaylee. L'organisation des recherches est d'une ampleur historique. Au fil des mois qui suivent, tout le monde appelle pour signaler avoir vu Kaylee. Des associations bénévoles se déplacent dans le Colorado pour prêter main forte aux forces de l'ordre. Mais malgré cet acharnement hors norme, aucune trace de la fillette n'est jamais découverte. Le 11 décembre 2008, les services d'urgence reçoivent l'appel d'un agent d'entretien de la ville. Alors qu'il était chargé d'entretenir la végétation dans une zone boisée proche du domicile de la famille Anthony, l'homme est tombé sur un crâne humain, puis un squelette dans un sac poubelle, au pied d'un arbre. La taille du crâne ne laisse pas de place au doute. C'est celui d'un enfant. Le prénom de Kaylee est sur toutes les lèvres, et c'est bien évidemment à elle que pense tragiquement l'agent d'entretien et l'opérateur du 911. La zone dans laquelle se trouve le crâne est située au cœur des fouilles menées par les policiers et les bénévoles. Des dizaines de personnes sont passées précisément près de cet endroit sans jamais trouver les ossements. C'est effectivement ce que tout le monde pense. Mais une tempête tropicale avait récemment inondé cette zone, et les associations ont refusé de mettre en danger leurs membres en sondant une si profonde étendue d'eau marécageuse. Ils ont alors décidé de revenir plus tard, lorsque l'endroit serait plus accessible. Mais il semblerait que l'ONG ait purement et simplement oublié de revenir fouiller de ce côté-ci. Ils ont fini par se dire que les policiers y étaient sûrement déjà allés, et de leur côté, les policiers pensaient que les bénévoles avaient eux-mêmes accompli cette tâche. Au final, cette zone essentielle, car localisée juste à côté du domicile des Anthony, est idéale pour cacher un corps,
n'a tout bonnement jamais été inspecté. À côté de cela, l'agent d'entretien de la ville, un certain Roy, en est déjà à son 3e appel à la police. Au cours du mois d'août 2008, il est en effet passé plusieurs fois devant ces arbres où reposait le cadavre. Le 11 août, Roy alerte les autorités une première fois. L'endroit est marécageux, difficile d'accès, mais il remarque une forme blanche étrange au loin. Dans son appel, il précise qu'il ne sait pas s'il s'agit de la petite Kaylee, mais que cela lui paraît très étrange et qu'il faudrait que quelqu'un vienne vérifier de quoi il s'agit. Le lendemain, le 12 août, Roy contacte à nouveau les services de secours. Mais son appel n'aboutit à rien. Le 13 août, après un 3e coup de téléphone, l'adjoint du shérif daigne enfin se déplacer. Sur les indications de Roy, il se rend jusqu'à l'endroit où une sorte de grand sac blanc a été aperçu, à moins de 400 mètres de l'habitation de la famille Anthony. Mais l'homme de loi ne prend pas les dires de Roy au sérieux et ne s'approche même pas du sac afin de vérifier le contenu. Pourtant, c'était bel et bien un corps d'enfant qui se trouvait à l'intérieur. C'est difficile à croire, mais il faut attendre que Roy finisse par tomber sur le crâne et le squelette 4 longs mois plus tard pour que la macabre découverte soit enfin faite et qu'il soit réellement entendu. Les analyses ADN faites dans l'urgence prouvent qu'il s'agit bien de Kaylee Anthony, qui gisait là depuis tout ce temps. Les derniers espoirs s'effondrent brusquement. Et c'est le pays tout entier qui pleure la mort brutale de la fillette de 3 ans. Les interrogations sont nombreuses, et à présent que le cadavre de Kaylee a été découvert, il va falloir y répondre. Déterminer la cause de la mort s'avère extrêmement complexe, car plus aucune chair ne se trouve sur le corps de Kaylee, qui a largement eu le temps de se décomposer avec les températures de l'été et les intempéries. Il reste pourtant quelques mèches de cheveux accrochées au crâne de l'enfant. Mais surtout, du ruban adhésif est encore présent sur les voies respiratoires de la petite fille, le nez et la bouche. À côté d'elle se trouve une couverture Winnie l'ourson, un sac à linge en tissu blanc que Roy avait aperçu au loin, ainsi qu'un sac poubelle noir. Le dénominateur commun entre ces objets est qu'ils proviennent tous du domicile de la famille Anthony. Au vu des éléments retrouvés près et sur le corps de Kaylee, il est clair qu'il s'agit d'un homicide. Ses cheveux ont été retrouvés en état de décomposition dans le coffre de la voiture de Kaylee. Du ruban adhésif lui obstruait la bouche et le nez, et elle se trouvait dans un sac, caché dans les bois. La petite fille a bien été victime d'un meurtre, et sa mère Kaylee Anthony devient officiellement le suspect numéro 1. Le procès qui s'annonce va être l'un des plus retentissants de toute l'histoire des États-Unis. C'est à peine croyable et pourtant, des milliers de personnes tentent d'acheter leur place sur eBay. Certains font des heures et des heures de route pour assister au procès du siècle, campent devant le tribunal et font la queue durant toute la nuit pour être certains d'avoir leur place. Des chaînes de télévision du monde entier couvrent l'affaire de la mère la plus détestée d'Amérique. Car entre ses mensonges, ses histoires sorties de son imagination et son refus de coopérer avec la police, Kaylee Anthony s'est attiré les foudres de milliers de personnes qui veulent la voir condamnée. Le procureur lui-même réclame la peine de mort. C'est donc la vie de la jeune femme qui est en jeu lors de ce procès. Elle plaide non coupable de meurtre avec préméditation. Mais l'accusation a beaucoup de choses à dire concernant l'attitude de l'accusé depuis le jour où sa fille a disparu. Les photos de Kaylee faisant la fête en boîte de nuit et la vidéo où on la voit louer un film le soir même de la disparition de la petite Kaylee sont diffusés dans la salle où la tension est déjà à son comble. Les mensonges de la maman, le fait qu'elle ait mené la police par le bout du nez, n'arrange évidemment pas non plus son cas. Pour l'accusation, le scénario est extrêmement simple. Kaylee Anthony désirait retrouver la vie qu'elle avait avant d'être mère. Elle ne voulait plus de sa fille et a choisi de s'en débarrasser. Une nouvelle preuve est avancée pour appuyer cette idée, sur l'ordinateur de la famille Anthony, que Kaylee utilisait très souvent. Les enquêteurs sont tombés sur l'historique de recherche internet. Quelqu'un a tapé le mot chloroforme 84 fois sur Google. On retrouve également la phrase « Comment fabriquer du chloroforme ?» Le chloroforme, cette substance capable d'endormir quelqu'un et même de le tuer, a justement été retrouvé en grande quantité, imbibant le tapis du coffre de la voiture de la suspecte. La présence de ce chloroforme ainsi que le ruban adhésif qui était encore attaché à la bouche et au nez de la petite fille convainc l'accusation que la maman a d'abord endormi Kaylee, avant de placer l'adhésif sur ses voies respiratoires dans le but de bloquer sa respiration, la tuant ainsi, en l'étouffant. Elle aurait ensuite placé le corps de sa petite fille dans le coffre de sa voiture, et l'y aurait laissé assez longtemps avant de le déposer finalement, tout près de chez ses parents.
dans la zone boisée. C'est au tour de l'avocat de Casey de prendre la parole, et ce dernier avance une toute autre théorie afin de sauver sa cliente. Il va d'abord répondre à la question autour de laquelle tourne finalement toute cette affaire. Si Casey est innocente, pourquoi n'avoir signalé la disparition de sa fille que 31 jours plus tard ? Pour lui, la vérité est que Kaylee n'a jamais disparu. Bah oui, la défense avance que la fillette est morte noyée le 16 juin. C'est-à-dire au tout début de ce mois fatidique. George et Cindy possèdent en effet une piscine hors sol dans leur jardin. Et Kaylee adorait s'y baigner. Le cadavre de la petite étant à l'état de squelette, il est impossible de déterminer si elle est morte étouffée ou bien noyée. Et la défense saisit donc cette chance pour affirmer que c'est bien un affreux accident de noyade qui se cache derrière toute cette histoire. Casey serait uniquement coupable de négligence pour ne pas avoir surveillé son enfant et aurait tout simplement trop honte pour avouer la vérité. C'est d'ailleurs George, le père de Casey, qui aurait trouvé le corps inanimé de la fillette dans la piscine et qui aurait enterré la petite fille. Il reste toutefois à expliquer pourquoi la maman a menti de façon pathologique aux enquêteurs. Cette fois-ci, c'est une véritable bombe que la défense lâche dans la salle. George Anthony serait en réalité un père abusif qui aurait violé sa fille lorsqu'elle était petite. Le comportement de Casey serait ainsi l'expression de son traumatisme d'enfant. Cette dernière ne dément pas. Et pour cause, elle a déjà donné son approbation à son avocat avant le procès, lorsqu'il lui a exposé la stratégie de défense qu'il allait employer. Elle admet même que son grand frère, Lee, qui n'a cessé de prendre sa défense et de la soutenir depuis le début de l'enquête, a abusé aussi d'elle de temps à autre. Et oui, l'avocat de la défense a décidé de sortir le lance-flamme. La défense utilise aussi le fait que les objets retrouvés près du corps de Kaylee, la couverture Winnie l'ourson, le sac à linge et les sacs poubelles, proviennent tous de la maison des parents Anthony. Ce détail permet à l'avocat de charger George de toute la culpabilité concernant la mort de Kaylee. Casey est totalement innocente. Et George Anthony, un homme violent et abusif, est le véritable et seul coupable. Lorsque George apprend tout cela, son monde s'effondre. Il écrit une lettre à sa fille dans laquelle il lui demande pourquoi elle cherche à détruire toute sa famille, son frère Lee ainsi que sa mère et lui. Le père conclut ainsi : après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié, j'ai toujours tout fait pour te voir. Pourquoi ? Car il faut savoir que lorsque Casey était en détention, ses parents lui rendaient visite le plus souvent possible. Ces entretiens, filmés et enregistrés, montrent la fille répétant à son père qu'elle l'aime et qu'il compte plus que tout pour elle. Voilà une trahison à laquelle la famille de Casey Anthony était loin de s'attendre. George Anthony se retrouve à présent au cœur du procès de sa propre fille. Bien sûr, il dément catégoriquement toutes ces accusations devant les jurés, mais ces derniers sont convaincus par les propos de la défense et ne le croient pas. Quant à Cindy, la mère de Casey, celle-ci a déjà perdu sa petite fille et ne peut se résoudre à faire accuser sa propre fille. Elle revient donc sur toutes les déclarations faites à la police au début de l'enquête et assure que le coffre de la voiture ne sentait pas réellement le cadavre, mais plutôt une odeur de détritus. Elle affirme aussi que c'est elle qui a fait la recherche du chloroforme sur l'ordinateur de la maison. Cindy aurait en réalité cherché colophile et explique que le mot chloroforme serait apparu dans les suggestions. Si l'on en croit ses dires, et le nombre de fois où le mot chloroforme est apparu, elle se serait tout de même trompée 84 fois. Et puis la recherche comment fabriquer du chloroforme a été faite entre 13h43 et 13h55 le 17 mars 2008. À ce moment, Cindy Anthony était sur son lieu de travail et n'avait donc pas accès à l'ordinateur situé chez elle. Casey, en revanche, vivait encore sous le toit de ses parents, puisqu'elle n'a quitté le domicile familial que 3 mois plus tard. Mais l'un des indices les plus importants passe fatalement sous le nez de l'accusation. Car si l'un des moteurs de recherche de l'ordinateur a été passé au peigne fin, un autre a été oublié par les enquêteurs, celui que la maman préférait utiliser. Dans ce dernier, le jour de la disparition de Kaylee, une dernière recherche a été faite. Étouffement assuré. Malheureusement, lorsque l'accusation en prend connaissance, il est trop tard. À ce stade du procès, la preuve devient inutilisable et ne peut plus être présentée devant le jury. Le médecin légiste ayant examiné Kaylee ne parvient pas à donner la cause de la mort du fait de l'état du corps. Il déduit cependant que Kaylee est très certainement morte à cause du ruban adhésif qui a été placé sur sa bouche et sur son nez, et assure sans le moindre doute que Kaylee a bien été assassinée. Alors, où se trouve la vérité ? Kaylee Anthony s'est-elle noyée accidentellement ou a-t-elle été assassinée par sa propre mère ? C'est au jury d'en décider. Tout le monde est convaincu de la culpabilité de l'accusée et du fait qu'elle écopera de la peine de mort. Le public attend seulement d'entendre la condamnation officielle.
Mais aucun mystère ne plane sur le tribunal. Pourtant, contre toute attente, au bout de plus de 10 heures de délibération, Casey Anthony est déclaré non coupable par le jury qui choisit l'acquittement. La stupéfaction s'empare du tribunal. Dans les rues, des centaines de personnes expriment leur colère et leur révolte. Personne ne comprend ce verdict. Mais ce dernier ayant été prononcé, il est indiscutable et définitif. Casey Anthony est ainsi totalement libre. Souvent comparé au célèbre procès d'O.J. Simpson, celui de Casey Anthony semblait gagner d'avance, mais a finalement soulevé encore plus de questions. Depuis le procès qui s'est déroulé en 2011, la jeune femme a cherché à se faire un peu oublier et a vécu recluse à West Palm Beach en Californie. Mais elle reprend finalement le cours de sa vie, malgré les menaces dont elle fait toujours l'objet aujourd'hui, totalement libre comme elle l'a toujours voulu. Et bien que George, brisé, ait décidé de couper les ponts avec sa fille, la mère de Casey est toujours très régulièrement en contact avec elle. Cependant, la surmédiatisation de l'affaire Casey Anthony ainsi que la colère suscitée par l'acquittement de la jeune femme auront permis la création d'une nouvelle loi dans plusieurs États, la loi Caylee Anthony, qui punit désormais tout parent qui ne déclarerait pas la disparition de son enfant. Voici pour cette affaire qui vous a sûrement autant énervé que les Américains. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout tout de même, écrivez « menteuse » en commentaire. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.